Donc voilà, donc après avoir exploré les niveaux d'exposition au niveau des élevages, de leur environnement, et puis des méthaniseurs, et puis avoir vu les limites aussi techniques sur l'estimation du risque, je vais laisser la parole à Christelle Gache, qui est directrice de GDS France, Élodie Rousset, qui donc travaille à l'ANSES Sophia Antipolis et qui est responsable du LNR Fièvre Q, et puis Éric Champérou, qui est vétérinaire à Saint-Éloi-les-Mines, et puis qui est lui aussi fait partie du groupe Fièvre Q de la plateforme ESA. Et donc, ils vont nous présenter la démarche Statelcox, donc qui vise à appréhender la dynamique de circulation des Coxiella burnetii dans les élevages. Oui, merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va effectivement, pour cette dernière session du webinaire, s'intéresser à la démarche Statelcox et finalement l'articulation avec la surveillance des avortements. Donc, effectivement, cette présentation va être faite à trois voix. Je vais avoir le plaisir de commencer la présentation de cette démarche en expliquant les objectifs et le contexte de cette démarche. Avant d'oublier, je tiens à préciser que ce diaporama a été conçu avec l'appui du groupe Fièvre Q de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Donc finalement, on va voir ensemble pourquoi Statelcox et qu'est-ce que Statelcox. Ce qui est important de rappeler, c'est que finalement, la fièvre Q, lorsqu'elle se manifeste cliniquement, on la connaît principalement parce qu'elle provoque des séries abortives. Alors, elle peut provoquer aussi d'autres troubles de la reproduction, la naissance d'animaux chétifs, des mises bas prématurées ou des troubles de l'infertilité, mais on connaît la fièvre Q quand elle se manifeste par ces fameuses séries d'avortements de fin de gestation. Vous le savez aussi, il y a d'autres virus, bactéries qui peuvent également provoquer des séries d'avortements en élevage de ruminants. Et finalement, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait la nécessité de disposer de protocoles standardisés, harmonisés, de diagnostics différentiels des avortements chez les ruminants pour finalement pouvoir poser un diagnostic rapide pour les éleveurs, pour finalement ajuster et avoir des mesures de maîtrise les plus pertinentes possibles. Donc, il y a un protocole qui a été établi avec des experts qui travaillaient sur le sujet depuis longtemps. Et puis, lorsque ce protocole a vu le jour, protocole de diagnostic différentiel des avortements, il nous a semblé également logique de pouvoir valoriser tous ces diagnostics différentiels qui étaient réalisés dans les départements et donc d'en faire finalement également une valorisation collective à l'échelle des départements qui appliquaient ce protocole. Et donc c'est là qu'est né le dispositif qui s'appelle OSCAR, pour Observatoire et suivi des causes d'avortement chez les ruminants, qui permet finalement de collationner et de valoriser collectivement ces résultats de diagnostic différentiel des avortements. Alors, là, sur cette diapositive, vous pouvez voir le bilan 2024 de ce dispositif qui est également en ligne sur le site internet de la plateforme ESA. Donc en fait, ce dispositif, il est composé de départements qui rentrent de façon volontaire dans ce dispositif, donc qui s'engagent à appliquer le protocole OSCAR et à faire remonter les résultats de façon anonymisée, bien sûr. Pour l'année 2024, on a 1402 séries abortives qui ont été investiguées en élevage bovin, 359 en élevage ovin et 149 en élevage caprin. Et donc là, vous pouvez voir sur cette diapositive les niveaux d'imputabilité pour la fièvre Q, puisque c'était l'objet de notre webinaire aujourd'hui, qui a pu mettre en évidence finalement ce dispositif. Donc 13,4% pour les séries abortives investiguées en élevage bovin, près de 13% en élevage ovin et quasiment 23% pour les élevages caprins. Donc ça, c'est finalement quand la fièvre Q se manifeste cliniquement, on a des séries abortives et on va évaluer finalement, essayer d'objectiver si la fièvre Q est responsable des séries abortives que l'on observe. Ce qui est important également de soulever, c'est que la fièvre Q peut également
se manifester, être une infection asymptomatique. C'est même, dans la plupart des cas, ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que les ruminants infectés ne présentent pas de signes cliniques. Et donc, le dispositif OSCAR, du coup, ne va pas nous aider à connaître un petit peu le niveau de circulation de la fièvre Q. Et pour autant, dans certaines situations, il peut être intéressant, nécessaire, de connaître la situation d'un atelier, d'un élevage, vis-à-vis de la fièvre Q. Par exemple, pour un élevage qui va être ouvert au public, parce qu'il va y avoir de la vente directe et donc des personnes qui vont venir, la nécessité d'ajuster peut-être les mesures de biosécurité selon la situation. On l'a vu juste avant, le fait de vouloir valoriser les effluents vers des sites de méthanisation collective, on peut avoir besoin d'avoir aussi cette info-là. Également, lorsqu'il y a des introductions ou des fusions de cheptels, ce sont des situations dans lesquelles il est intéressant de connaître la situation de ces ateliers vis-à-vis de la fièvre Q. Et en fait, c'est des demandes qu'on avait régulièrement dans le cadre du groupe fièvre Q de la plateforme ESA. Et donc, c'est là qu'est née l'idée, finalement, d'avoir ce protocole pour évaluer la dynamique de circulation de Coxiella burnetii en atelier. Donc, Statelcox pour statut en élevage de circulation de Coxiella burnetii. Alors finalement, l'objectif de Statelcox, de ce dispositif, il faut bien rappeler, c'est un outil d'évaluation exploratoire, bien évidemment volontaire, et qui n'a pas de valeur réglementaire. On ne parle pas d'un statut réglementaire pour bouger des animaux, pour certifier, etc. On est bien sur un outil à disposition des éleveurs et des vétérinaires pour connaître la situation d'un atelier. Donc, Statelcox va permettre d'évaluer la dynamique de circulation à partir de l'exposition des animaux, d'une éventuelle excrétion ou de la contamination environnementale, on va le voir. Et ce qui est important de rappeler, c'est les limites de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas objectiver le niveau de risque zoonotique associé au statut, entre guillemets, Statelcox, ni encore une fois de certifier un troupeau, et ça n'a pas de valeur réglementaire. Et vous l'aurez compris, ça va être un outil complémentaire au protocole OSCAR et aux investigations cliniques qui peuvent être par contre également pertinentes si la fièvre Q se manifeste de façon clinique avec par exemple des avortements ou des troubles de la reproduction qui peuvent être finalement la partie émergée de l'iceberg. Voilà, donc ça me paraissait important en introduction de cette présentation de rappeler bien ce que permet cet outil, ce qu'il ne permet pas, pardon, avant de rentrer dans le vif du sujet. Une idée vraiment très très importante à retenir, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ça, c'est qu'on n'établit pas un niveau de circulation sur la base d'une analyse sérologique isolée, et on est bien sur une dynamique collective évaluée au niveau de l'atelier. Et donc, on va combiner en fait la lecture de plusieurs types d'informations avant de rendre un résultat. Donc, il y a d'une part l'évaluation de l'exposition des animaux qui va pouvoir être évaluée via des analyses sérologiques avec 3 classes d'âge pour évaluer si l'exposition ancienne récente. Une PCR pour évaluer l'excrétion. Donc, pour les ateliers laitiers, on part sur une PCR lait de tank et pour les ateliers allaitants, sur une PCR sur un pool de fesses pour évaluer le niveau d'excrétion, sachant que l'excrétion peut être intermittente. Donc, c'est pour ça qu'on va combiner ces analyses avec d'autres types d'analyses. Et puis, une PCR environnementale, c'est-à-dire une PCR de chiffonnette de poussière, avec la possibilité également de faire des prélèvements de laine pour les ateliers ovins. Donc, la combinaison fait la force et surtout, vous les voyez, finalement, c'est des informations qui vont donner qui sont complémentaires les unes avec les autres. Donc, sur la base de ces niveaux d'information, j'essaie de passer, voilà, la diapositive suivante. Le laboratoire, donc j'aurais préféré que ce soit Elodie qui vous le présente, mais va pouvoir réaliser ces analyses. Vous voyez un tableau de récapitulatif finalement de ces matrices qui peuvent être complexes pour pouvoir avoir finalement un niveau d'information pour chaque type de données que l'on souhaite et qui va pouvoir
nous apporter des informations afin de déterminer le statut de l'atelier. Donc, on a 4 niveaux de circulation, vert, jaune, orange, rouge, selon cette grille d'interprétation qui a été établie dans le cadre de ce groupe d'experts. Donc, bien sûr, quand toutes les analyses sont négatives, c'est-à-dire qu'on a toutes nos séros négatives, des PCR négatives, on est assez confiant, on estime que la maladie est soit présente, soit elle circule vraiment à très bas bruit, on va dire. Quand on a des sérologies qui peuvent être soit toutes négatives, soit positives, mais uniquement sur les animaux les plus âgés, pas d'excrétion détectable sur les matrices animales, on va être plutôt sur une exposition ancienne, hein, d'où le niveau jaune. Le niveau orange, où c'est un petit peu un signal d'alerte pour nous, où on se dit il y a peut-être quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des sérologies aussi positives chez les jeunes, chez la plus jeune classe d'âge, une PCR qui est négative, mais dont on va éventuellement surveiller l'évolution, une PCR environnementale qui peut être soit négative, soit positive selon la date de début de circulation. Et donc là, on estime que une circulation récente peut être suspectée. Et puis, pas de doute, entre guillemets, ou peu de doute si, par contre, on a une PCR sur une matrice animale, donc l'FSS qui est positive. Et c'est le signal pour nous qu'effectivement, là, on a des animaux excréteurs dans l'atelier. Et donc, dans ce cas-là, le niveau de circulation est rouge, c'est-à-dire qu'on ça signe une circulation active qui a été détectée. Alors, ce qu'on dit dans ce groupe, c'est que finalement, tous les rouges ne se valent pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas finalement réduire le protocole Statelcox à simplement une PCR lait ou fesses. D'où l'intérêt vraiment d'avoir une complétude du protocole, avec un protocole complet qui associe les sérologies sur les différentes classes d'âge, la PCR environnementale, pour vraiment voir si finalement l'épisode est très récent ou la situation est installée, si là il y a une contamination environnementale qui peut nécessiter aussi des mesures de maîtrise un peu différentes. Et donc pour le couple éleveur vétérinaire, bien sûr, la complétude du protocole est importante, elle va améliorer l'interprétation, et encore une fois, on ne surveille pas pour surveiller, on surveille pour prévenir ou maîtriser. Et donc on est toujours dans l'idée de pouvoir ajuster, bien sûr, les mesures de prévention ou de gestion qui peuvent être proposées à l'éleveur. Il me semble qu'il y avait une dernière diapositive avant, de laisser la parole à Eric et au déploiement terrain. Donc, c'est un petit peu un schéma pour récapituler tout ce qu'on a dit. Le prélèvement, bien sûr, par le vétérinaire en élevage. Une importance de la complétude de tous ces prélèvements, donc à la fois via prise de sang, via prélèvement de lait ou de fesses, la chiffonnette de poussière éventuellement, des bouts de laine en élevage ovin. Et puis, les analyses réalisées au laboratoire, la grille d'interprétation selon le protocole, et puis après, bien sûr, le vétérinaire pour l'appui, le conseil aux mesures de prévention ou de maîtrise qui peuvent être proposées aux éleveurs qui sont rentrés dans le dispositif. Alors, je vais laisser la parole à Eric, qui va pouvoir nous donner sa vision terrain de cette déclinaison de ce protocole. Oui, bonjour. Donc, Éric Champéroux, donc je suis vétérinaire praticien, comme il a été dit, dans le nord du Puy-de-Dôme, en zone allaitante bovine et une petite activité ovine et caprine. Donc, je fais partie du groupe de travail Oscar depuis le début, et je fais aussi également partie de ce fait. J'ai été intégré au groupe Fièvre Q de la plateforme ESA. Voilà, donc pour la déclinaison opérationnelle, il faut savoir que le dispositif a été testé dans une phase test. Je ne sais pas comment je change les diapos.
Donc, le dispositif a été testé. Attendez, c'est moi qui ai changé. Je vais aller trop vite. Non, je ne sais pas. Changer le diapo. Voilà. Donc, pardon, vous me suivez. Le dispositif a été testé donc, dans 90 élevages par des cabinets vétérinaires et des éleveurs. Donc, 30 élevages caprins, 30 élevages ovins, 30 élevages bovins. Et donc, on a eu un retour de cette expérience et il n'y a pas eu de difficultés particulières sur le terrain à appliquer le dispositif. Cette phase test, elle a permis d'améliorer le dispositif dans la mesure où on s'est aperçu qu'en élevage allaitant, il nous manquait un diagnostic direct. C'est pour ça que la PCR FSS avait été intégrée en élevage allaitant. Donc, il n'y a pas de difficultés particulières. C'est tout à fait applicable sur le terrain. C'est 15 prises de sang, 15 prélèvements de fesses, un prélèvement de lait de tank en élevage laitier, les fesses uniquement en élevage allaitant et une chiffonnette à prélever à 5 endroits sur les barrières de l'exploitation. Tout est bien expliqué dans le projet Statelcox à la disposition des vétérinaires de terrain. C'est important pour nous, vétérinaires, d'avoir un cadre bien précis pour la réalisation des prélèvements, parce que les bons prélèvements conditionnent des résultats d'analyse fiables. Donc, le fait d'avoir un cadre bien précis, c'est très utile à l'intérieur d'une clinique vétérinaire, d'une structure, pour échanger avec les confrères qui ne sont pas trop au courant. Le fait d'avoir un cadre, ça permet que tout le monde fasse la même chose. Donc, ensuite, l'interprétation, donc l'interprétation, elle se fera à la lueur aussi des commémoratifs, donc les commémoratifs qui sont recueillis en même temps que la phase de prélèvement. Donc, on a un questionnaire à remplir avec l'éleveur qui a été élaboré aussi par le groupe de travail. Donc, dans ce questionnaire, outre les renseignements usuels qu'on récupère dans un élevage, on s'intéresse plus particulièrement s'il y a eu des troubles de la reproduction, s'il y a un historique de vaccination, s'il y a eu un historique de diagnostic de fièvre Q en épisode d'avortement, s'il y a eu un dépistage fait hors épisode d'avortement. Enfin, on collecte tout un tas de renseignements qui peuvent être utiles ensuite à l'interprétation et à l'exploitation des résultats. Donc, il faut bien rappeler au moment de l'interprétation, donc à l'éleveur, que les résultats, c'est une photo à l'instant T et que ce n'est pas quelque chose d'acquis définitivement, évidemment. Donc, on va situer tout en fonction des résultats. La grille d'interprétation, elle n'est pas discutable dans la mesure où elle a été établie à dire d'experts, donc avec les 4 cercles que l'on a vus tout à l'heure, vert, jaune, orange et rouge. Donc, après, il faut savoir, donc, quand on va situer l'éleveur dans une de ces zones, et après, en fonction de ces objectifs, on va prendre des décisions et adapter le suivi et la conduite à tenir. Donc, il faudra faire attention quand on communique les résultats à l'éleveur, de bien pouvoir répondre aux questions fréquentes qu'il pourra nous poser. Par exemple, que les analyses PCR sur ces animaux sont négatives, donc mon élevage est indemne. Donc, il faudra bien lui expliquer que l'excrétion, en particulier dans le lait, les fesses, elle peut être intermittente, différée, inconstante. En plus, dans le cadre d'un élevage allaitant, on va prélever que 15 animaux. Donc, on peut passer à côté d'animaux excréteurs éventuellement. Donc, il faut bien lui dire que pour autant, ce n'est pas parce que les PCR sont négatives qu'on peut être sûr que son élevage est totalement indemne de fièvre Q et qu'il n'y a pas d'excrétion. L'analyse PCR environnementale est positive, donc mes animaux excrètent forcément. Donc ça, il faudra bien aussi spécifier à l'éleveur que la bactérie persiste très longtemps dans l'environnement. Donc cette trace de présence de bactéries dans l'environnement, ça peut être soit une contamination externe liée à des aérosols de poussière qui proviennent du voisinage et de l'environnement,
soit une exposition ancienne à l'intérieur même de l'élevage et sans qu'il n'y ait plus aucune circulation active de la bactérie. Donc, une PCR positive environnement seule ne veut pas forcément dire je suis infecté. Pour le suivi, je n'arrive pas à changer le capot. Modalité de suivi. Donc, cette modalité de suivi, elle devra être définie avec l'éleveur en fonction de ses objectifs et pourquoi il a réalisé le premier Staphylococcus, en fait. C'est-à-dire qu'on a différents cas de figure, il peut y avoir différentes motivations. Après, ce qui est certain, c'est que de faire un Staphylococcus sans aucun suivi derrière, finalement, il y a un intérêt qui est quand même très limité. À mon avis, c'est un dispositif qui mérite de vivre et d'être pérennisé à l'intérieur de l'élevage. Et pour bien montrer à l'éleveur l'intérêt, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un seul Staphylococcus, parce que sinon, bon, bah, ce sera une photo à l'instant T, mais sinon, vis-à-vis de l'information, en fait, elle est évolutive, et donc il faut suivre l'évolution dans l'élevage si on veut trouver un intérêt dans ce dispositif. Donc, on sera amené à refaire tout le protocole si l'on cherche une tendance globale. Donc, en cas de changement de situation ou même en cas d'ouverture au public régulière. Donc, ce que je pensais, moi, c'est que, par exemple, c'est vraiment du cas par cas. Pour un élevage qui fait de la vente directe et de l'agrotourisme, par exemple, qui va être ouvert au public à des touristes qui sont issus souvent de populations citadines peu exposées à la bactérie, on peut penser que le risque zoonotique il est plus important pour ce public. Donc, cet élevage devra faire vraiment l'objet d'un suivi régulier si on veut limiter le risque zoonotique de l'élevage. Si par contre c'est une vente, un élevage ouvert au public, mais avec un public local et de voisinage, je dirais, qui vient acheter du fromage ou des produits, à l'intérieur de l'élevage, on pourra peut-être se contenter d'un suivi annuel ou d'un suivi régulier, mais moins précis que pour une ouverture au public avec de l'agritourisme. On sera aussi amené à refaire uniquement des analyses PCR si, par exemple, on est en situation orange, c'est-à-dire qu'on aura eu une séroconversion sur les nullipares et on n'aura pas mis en évidence des excrétions. Donc, on voudra à ce moment-là voir quels animaux, si on a des animaux qui excrètent et si on a vraiment une circulation de bactéries, de la bactérie dans l'élevage. Donc là, c'est quand même très important. Et on sera amené aussi à faire des analyses sérologiques et PCR sur les fesses ou le lait pour suivre la dynamique d'une infection passée. C'est-à-dire que si dans un élevage, on a réussi à mettre en place des mesures de gestion en termes de biosécurité et de vaccination, on pourra mesurer les effets de cette gestion par un suivi de l'excrétion et de l'exposition des jeunes animaux, par exemple des nullipares, à l'intérieur de l'élevage. Donc, je pense que c'est vraiment un dispositif qui devra être adapté au cas par cas en fonction des situations individuelles des éleveurs et de leurs objectifs. Donc, et en fonction aussi du risque de l'exploitation, du contexte, dans la mesure où, par exemple, on n'a pas le même risque dans des exploitations isolées à faible densité d'élevage et dans des exploitations qui sont à l'intérieur d'une importante zone d'élevage avec des élevages qui sont proches les uns des autres. Donc, on devra vraiment, je pense, dans tous les cas, réaliser un suivi qui sera proportionnel, je dirais, au risque et à la situation et aux objectifs de l'élevage. Ensuite, le tout, ce n'est pas de suivre la bactérie, c'est aussi d'apporter à l'éleveur des décisions. Donc, en termes de conclusion, donc, bien rappeler à l'éleveur qu'on a une information standardisée sur la dynamique de circulation à l'instant des prélèvements et que le Staphylococcus, c'est un outil pour la prise de décision. Donc, la prise de décision pour l'éleveur en fonction de sa situation, si par exemple,
on est dans une situation où on a mis en évidence une absence de circulation. Donc, il faudra lui conseiller des mesures de biosécurité, donc des mesures de biosécurité sur les introductions d'animaux, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il s'assure du statut des animaux qu'il introduit, qu'il réalise une quarantaine, un isolement des animaux introduits, et etc. Enfin, les mesures habituelles de biosécurité pour empêcher la bactérie de rentrer dans l'élevage. Si par contre on a un élevage dans lequel on a mis en évidence une circulation, le but sera, en termes de biosécurité, d'éviter que cette bactérie sorte de l'élevage et contamine l'environnement extérieur. Donc, ce sera de le conseiller sur la gestion des effluents d'élevage, des épandages, etc. Et de le conseiller également sur la vente des animaux, c'est-à-dire d'avertir, entre guillemets, que ces potentiels acheteurs que chez lui, il y a une circulation de fièvre Q s'il souhaite de le communiquer, évidemment. Mais en fait, c'est vraiment du cas par cas, à mon avis. En termes de biosécurité, c'est donc la gestion des ventes, la gestion des introductions, la gestion des effluents et aussi faire en sorte, comme on en a parlé tout à l'heure, vis-à-vis du public, je pense que le fait de faire un statut Staphylococcus comme ça dans un élevage, c'est aussi pédagogique pour les éleveurs, pour informer sur le risque zoonotique de la fièvre Q. Et si on met en évidence une circulation potentielle, on peut expliquer des mesures de biosécurité vis-à-vis du public, vis-à-vis des employés, vis-à-vis des personnes qui sont présentes dans l'élevage. Après, il ne faut pas oublier non plus les enjeux économiques. Donc, en termes, ce protocole a un coût. Donc, il faut qu'à la fin, l'éleveur y trouve un intérêt, sinon il ne sera pas pérennisé dans l'élevage. Donc, la pérennisation dans l'élevage, à mon avis, elle va être liée au bénéfice que l'éleveur va en retirer. Donc, soit un bénéfice commercial, dans le cas de vente d'animaux et en valorisant son statut, même si ce n'est pas une certification, et pour la vente au public. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos demandes de praticité sur le terrain.